Bonsoir à tous, bienvenue. Les titres de l'actualité de ce samedi 27 mai. Saint-Laurent-du-Maroni rend hommage aux femmes Bushinengue qui ont marqué l'histoire. Un événement qui s'inscrit dans le cadre du mois de la commémoration de la seconde abolition de l'esclavage. Des ateliers, des conférences et même des concerts, vous le verrez. Le projet Bioplateau a été présenté lors du Conseil du Fleuve hier, un projet transfrontalier qui concerne le Suriname, la Guyane et le Brésil. Ce projet a pour but une meilleure gestion de cette ressource en eau du plateau des Guyanes. Et puis 154 kilos de déchets ramassés ce matin par une trentaine de bénévoles plage de Montabo. Une action organisée par les associations Guyane Plage Propre et l'ASPTT, un geste simple pour nettoyer et sensibiliser le public à la pollution. Aujourd'hui, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni rend hommage à la culture Bushinengue et plus particulièrement aux femmes qui ont marqué l'histoire avec une journée autour de la représentation contemporaine des symboles de la résistance. Cet événement s'inscrit dans le cadre du mois de la commémoration de la seconde abolition de l'esclavage. Des ateliers, des conférences et même des concerts ont été proposés durant toute cette journée. Pierre Tréfou. Du naipangui au motif tembe, confectionné sur place et à la main, aux produits locaux naturels et traditionnels, les femmes Bushinengue ont sorti le grand jeu. Simone nous fait découvrir le curcuma, l'un des produits phares de son exploitation. C'est un produit qui est difficile à travailler parce que ça tâche beaucoup et puis les machines c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, même si c'est difficile, je vais essayer de réveiller ce produit-là et faire participer, profiter tout le monde. Je l'utilise pour la cuisine et pour les tisanes. Donc c'est bon pour les articulations, pour autre chose aussi certainement. Mais c'est un produit qui est utilisé régulièrement par la communauté. Au stand d'à côté, c'est atelier coiffure et attention, certaines réalisations nécessitent un certain savoir-faire. Là par exemple, on a un exemple où elle se fait coiffer avec des graines de cacahuètes. En fait, c'est parce qu'auparavant, les femmes, elles cachaient à travers leurs tresses des messages cachés. Donc par exemple, le plan d'un champ ou le plan d'évasion. Et elles cachaient aussi, de ce qu'on a pu apprendre nous, des graines qu'elles utilisaient ensuite pour replanter dans les villages marrons. Mais cette journée est surtout l'occasion pour les femmes Bushinengue de s'exprimer, notamment sur leur émancipation au monde des hommes. Au tout début, les femmes étaient considérées toujours inférieures aux hommes. Mais de nos jours, on peut observer une tendance à l'équilibre. Il est temps qu'elles se libèrent, qu'elles prennent leur place et qu'elles montrent ce qu'elles savent faire. Aujourd'hui, les femmes sont éduquées et instruites. Elles peuvent maintenant prétendre à des postes à haute responsabilité. Et pour découvrir tous ces ateliers, quoi de mieux qu'un arrêt dans les cuisines pour découvrir la gastronomie Bushinengue. Banana tonto, qui est une purée de banane toba. Voilà. Ensuite, bon, il y a plus grand chose, on a des riz coco qui était accompagné de poulet. Mais du coup, c'est fini, c'est le dernier plat, je pense que je vais me le garder. Plus de riz coco pour les retardataires, mais pas de panique. Un plateau artistique est proposé pendant toute la soirée avec des slams et des concerts. Et le premier conseil du fleuve post-pandémie a réuni une cinquantaine de participants. Différents groupes de travail de l'État fédéral d'Amapá au Brésil et ceux de la partie guyanaise du fleuve ont présenté leurs propositions. Parmi celles-ci, l'établissement d'une zone de libre-échange commercial sur la frontière ou encore l'adaptation de la réglementation sur le traitement des déchets. Guillaume Brault, sous-préfet de Saint-Georges, et Lucas Abrao, secrétaire d'État de l'Amapá en charge des relations internationales, sont interrogés par Brigitte Wap et Thierry Viviès. On peut imaginer qu'à la marge, sur des choses qui paraissent essentielles, pratiques du quotidien des habitants, on puisse avoir un système dérogatoire en termes de normes. C'est quelque chose qui se propose dans certains domaines. Donc ce n'est pas impossible, ce n'est pas exclu, mais ça doit faire l'objet d'un travail assez approfondi. C'est le peuple du fleuve Oiapoque qui a pris aujourd'hui des décisions. Ces propositions seront soumises au Conseil mixte transfrontalier, où sera traitée la question réglementaire. Après pourront être mises en place les lois nécessaires à leur application. Et justement, le projet Bioplateau est l'un des projets les plus aboutis présentés lors du Conseil du Fleuve hier. Un projet transfrontalier qui concerne donc 3 pays,
le Suriname, la Guyane, le Brésil. Ce projet a pour but une meilleure gestion de cette ressource en eau du plateau des Guyanes grâce à un travail commun de ces 3 pays. Reportage. L'une des plus importantes ressources en eau douce du continent sud-américain se situe sur le plateau des Guyanes. Depuis 2018, le projet Bioplateau concerne les bassins versants transfrontaliers du Maroni et de l'Oyapock. Le président du comité eau et biodiversité Guyane, Patrick Lecomte, présentait devant le Conseil du fleuve ce projet de gestion partagée. Notre préoccupation, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons tous le même constat et que nous puissions converger également vers les mêmes résultats, c'est-à-dire faire en sorte que l'accès à la ressource en eau potable, à l'assainissement, mais surtout des questions donc prégnantes qui concernent par exemple les pollutions anthropiques, la question de l'orpaillage illégal, soit partagée donc avec nos amis voisins brésiliens. Du côté brésilien, le gouvernement de l'Amapá a collaboré au projet de Bioplateau. D'ailleurs, des membres du service environnement ont présenté les mesures prises au niveau de l'État fédéral. Le gouvernement de l'Amapá a signé un accord avec l'Agence nationale de l'eau pour une meilleure gestion des réseaux hydrauliques. Cette même agence est en charge du suivi de la qualité de l'eau. Elle va l'analyser pour rechercher par exemple la présence de mercure ou encore n'importe quel autre polluant. L'Oyapock est non seulement un fleuve où s'organise la vie transfrontalière de ses habitants, mais également une ressource qui est au cœur des préoccupations des pays des 2 côtés des berges. Sujet signé Brigitte Wapé, Thierry Viviès. L'actualité, c'est aussi Saint-Laurent-du-Maroni secoué par une 2e nuit de contestation faisant suite à l'interpellation mortelle de mercredi dernier. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'immeuble de la Croix-Rouge a été la cible d'un incendie interrompant leur activité de prévention et de vaccination et impactant les populations vulnérables. La situation reste tendue dans la capitale de l'Ouest, en proie à des actes de vandalisme depuis 2 jours. Des images signées Éric Léon et Pierre Tréfou. Une situation et un drame qui fait réagir Charlie Torres. C'est la minute à Mokidi. Tué par le tir d'un gendarme. Drame survenu cette semaine à Saint-Laurent-du-Maroni, aux abords du collège Albert Londres. L'individu, repéré et signalé auparavant dans le secteur pour trouble à l'ordre public, se retrouve face à 3 gendarmes tentant de l'interpeller et mettre fin à ses agissements. Refus d'obtempérer, menace avec un objet contondant a priori, réaction des gendarmes, un coup de taser sans effet avant le coup de feu mortel à bout portant. 3 contre 1. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur l'opportunité de l'utilisation de l'arme à feu. 3 contre 1. N'y avait-il pas d'autres moyens plus adaptés de neutraliser l'individu, certes très agressif? 3 contre 1. La réplique était-elle proportionnelle à la menace? Quid de la légitime défense dans cette affaire? 3 contre 1. Comment paniquer et faire preuve de manque de discernement en pareil cas? 3 contre 1. Allez, j'arrête. Vous avez compris, beaucoup de zones d'ombre à éclaircir sur la base de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et qui ne souffre d'aucune contestation. L'enquête nous en dira peut-être plus. Enquête à boucler au plus vite afin de calmer les esprits et éviter des dégâts collatéraux bien plus graves encore qui semblent s'annoncer. Alors, Panga, à Mokidi. Bang bang, lick. Parlons à présent du 7e festival du livre de Mari Passoula qui s'achève ce soir. 6 jours de festival itinérant, des rencontres et échanges à Antekumpata, Taluène, Elae ou encore Kayodé, des arts graphiques, de la musique, tout y passe. Un festival pour lutter contre l'illettrisme et rendre la culture accessible à tous. Didier Urbain, Cédric Ross et Anesh Saadeo. À Mari Passoula, le festival du livre Mapa Buku Festi touche à sa fin avec ce soir sur la place des fêtes un son et lumière sur le château d'eau ainsi qu'un plateau artistique. L'idée même du festival, c'est un festival itinérant à la rencontre de la population. Au-delà d'un salon du livre où on a juste des auteurs avec dédicaces, nous, notre idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et de proposer des ateliers, des activités de faire avec les gens.
Cette année, le festival Voix et Voix d'Amazonie, le but c'est de mettre en valeur la richesse culturelle de tout le bassin amazonien, que ce soit le Haut-Maroni, la Guyane en général, mais aussi nos voisins brésiliens, puisque nous accueillons cette année 2 artistes de bande dessinée et également une artiste plasticienne qui est en train à côté de réaliser une fresque sur le mur du marché où se déroulera le festival demain avec un artiste Bushinangé et un artiste amérindien. Une fresque à 3 mains. Toute cette semaine, la pirogue du festival s'est rendue dans les villages amérindiens du Haut-Maroni à la rencontre des écoliers et des habitants avec des ateliers scolaires et des projections débats tout public. Donc on est parti dimanche, on était une dizaine sur la pirogue et on est allé, on a fait 2-3 heures. On est allé d'abord à Taluen, après on a fait Antekum, Pidima, on a fait à peu près tous les villages en haut. Et chacun faisait le matin 3 ateliers dans les classes avec les élèves, que ce soit de la gravure, de la vidéo, du dessin, de la narration. Et après, on redescendait l'après-midi sur le village suivant. Alors mon atelier, moi, c'était un atelier autour de la BD, mais où je suis parti sur l'idée du tampon. Donc j'ai fait des personnages que j'ai creusés en gravure. Et en fait, j'avais créé un corps, des bras, des têtes, des jambes. Et l'idée, c'était de leur faire comprendre comment articuler un corps et comment faire vivre un personnage. Les arts, le livre, la culture ne sont pas en reste à Maripasoula, commune de 10 000 habitants, avec 2 bibliothèques, dont une à Taluen, un bibliobus et 2 bibliothèques en construction à Kayodé et Elaé, et le projet d'une médiathèque au sein de la future Maison des Cultures. La Maison des Cultures, mais c'est un projet qui est tellement coûteux, il y a des sommes pharaoniques à mettre sur le tapis que nous n'avions pas. Si les choses avancent comme on l'aurait souhaité, normalement, au mois de septembre, il y aura la pose de la première pierre, qui, en son sein, aura une médiathèque. Ça veut dire qu'on voit les choses en grand. Et dans ce médiathèque, il y aura aussi un amphithéâtre pour une capacité d'accueil de 200 places. Donc ça veut dire que nous avons donné beaucoup de place à la jeunesse, beaucoup de place au savoir livresque et beaucoup de place à ce que nos jeunes puissent demain matin partir revenir travailler ici. Après cette édition, l'organisation du festival travaille à la création d'une association à part entière afin d'assurer et d'élargir les perspectives de Mapa Buku Festi. Autre événement culturel qui s'est déroulé durant toute la semaine à Macapa au Brésil, la 2e édition de Amapa Africa Amazon. Le groupe 4 épices de Saint-Georges de l'Oyapock s'est illustré lors de la soirée de clôture consacrée au rythme venu d'Afrique. Tout ce qu'il faut savoir sur cette manifestation, sur notre site internet guyanelapremière.fr, un article signé Catherine Lama. Et en ce mois de mai, les hommages et les cérémonies en mémoire des ancêtres se multiplient. À Ménilmontant, un rendez-vous a été donné ce jour à la communauté antillaise pour un déboulé en l'honneur de ceux qui, en 1848, ont osé briser leur chaîne et ainsi retrouver la liberté. Siti Daroussi, Thomas Chevalerias. C'était un 27 mai 1848, une date symbolique, une date à ne surtout pas oublier. Dans les rues de Ménilmontant, pour honorer les ancêtres, les participants au déboulé étaient en noir ou blanc, guidés par la lumière, symbolisée ici par l'encens. Le symbole de l'encens, c'est la spiritualité et nos rites. Et comme on dit en Guadeloupe, mais c'est l'habitude de la culture guadeloupéenne. On est obligé de la voir parce qu'il fait partie intégrante du mouvement masse. Cette marche au rythme du tambour en l'honneur des ancêtres reste pour les participants essentielle, une nécessité, même si au fil des ans, le nombre de participants diminue. La motivation n'est pas pareille et tout. En plus, il fait beau, c'est très rare chez nous, donc chez nous en France. Donc du coup, les gens, ils ont profité, on sait très bien, mais ceux qui sont là, c'est ceux qui se battent pour la cause. Les ancêtres ont vécu de terribles souffrances. Alors oui, ça me touche beaucoup d'être là. On s'est battu pour l'esclavage, mais en mai 67, il y a une révolution en 1802 en Guadeloupe. Donc c'est pour ça qu'on est tous là, pour commémorer mai 67 et les esclaves.
Cela fait 23 ans que l'association Choucage organise ce déboulé, car il faut perpétuer la tradition, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est un travail de transmission, on va dire ça comme ça, voilà, qu'on doit perpétuer pour ceux qui, comme moi, sont nés ici à Paris ou en France hexagonale. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Et dans le même temps, Gérald Darmanin, en déplacement dans les îles dites du Nord, accompagné de son collègue délégué Jean-François Carenco, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a débuté sa visite à Saint-Martin. Il a signé l'accord fixant la frontière entre les parties françaises et néerlandaises de l'île. Voilà des images signées Hervé Pédurand et Ronnie Maletti. Et chez nous, inauguration du jardin de l'Amitié au cœur de la résidence Stanislas à Cayenne, construite il y a 23 ans dans le quartier de Montlucas. Un jardin qui aura pour vocation de rassembler, de fédérer toutes les générations. Un lieu de vie, mais aussi de détente par le jardinage et l'agriculture. Un petit écrin de verdure au pied des immeubles où poussent déjà basilic et autres plantes. Écoutons Gilberte Clette, trésorière de l'association Gustave Stanislas et porteuse du projet Jardin de l'Amitié, au micro de Vanessa Etienne et Séfiane Dei. Notre bonheur à nous, c'est de planter et récolter. C'est vrai qu'on est dans la résidence, on se connaît plus ou moins. Et là, depuis qu'on a créé le jardin, ça nous a rapprochés, ça nous a ramené du monde, des gens qu'on voyait comme ça. Et du coup, là maintenant, on a créé des liens. Et ça nous permet de, quand on est là, on vit autre chose, à part d'être enfermé un petit peu dans nos logements et tout. Donc là, on vit. Après l'herbe verte, le sable, Montabo fait plage nette. 154 kilos de déchets ont été ramassés à la main en 2 heures ce matin par une trentaine de bénévoles. Une action organisée par les associations Guyane Plage Propre et la SPTT. Un geste simple donc pour nettoyer les plages du littoral et sensibiliser le public à la pollution croissante de la mer. Isabelle Le Rouge et Clotilde Séraphin-Georges. Un cri de guerre, puis c'est la charge. Petits et grands, armés de pinces et de gants, partent à l'assaut du rivage. 2 kilomètres de sable où se cachent les débris. Ça, c'est un détritus polystyrène et c'est vraiment pas bon pour la planète. Bonjour. Venue en famille, cette institutrice sensibilise ses enfants à la protection de l'environnement. Sac jaune pour le recyclable, sac noir pour le non recyclable. Ici, la moisson est réussie. Ça va des assiettes en plastique, aux gobelets, aux bouteilles en verre, aux lingettes, aux préservatifs, on trouve de tout. Pour certains bénévoles, cette opération est une première. J'ai déjà été de l'autre côté, pollué. Et je me suis dit que c'était pas bien parce que je vois comment tout va mal sur notre planète et je me suis porté volontaire. Partenaire, l'association sportive ASPTT sensibilise ses adhérents à l'écologie dès le plus jeune âge. L'éco-responsabilité en termes de tri des déchets et de respect de l'environnement fait partie de notre ADN. L'idée, c'est d'allier en fait l'activité sportive, donc ça peut être de la marche ou de la course, tout en essayant donc de ramasser un maximum de déchets. Après 2 heures de collecte, c'est la pesée des sacs. Allez, 1, 2 et 3. C'est beaucoup plus léger celui-ci. 6 kilos, bof. Allez, 6 kilos. L'association organise une opération chaque semaine sur le littoral. Le butin du jour, 150 kilos de détritus, dont 80 kilos de verre et seulement 20 kilos de recyclables. Une année, on a entre 4 et 5 tonnes de déchets ramassés sur plage, et criques et forêts. Majoritairement, les déchets ramassés sur les plages et les criques, ce sont des déchets qui sont liés à l'alcoolisation, à l'alcool. Ce sont des canettes, ce sont des bouteilles de bière. Les bouteilles de verre sont jetées dans les bacs. Broyées, elles serviront à la réalisation de couches de base des routes de Guyane. Et la plage, ça ouvre l'appétit, ça tombe bien, tradition respectée pour ce week-end de Pentecôte avec le partage d'un bouillon d'awara dans la maison de quartier des Frères de la Crique à Cayenne. L'association existe depuis 2010 et a pour objectif la valorisation du patrimoine du village chinois. Petits et grands ont pu savourer ce plat traditionnel, tout comme Vanessa Etienne et Séfiane Dei. La maison de quartier des Frères de la Crique, au cœur du village chinois, est bien animée depuis ce matin. Yé Crique, le ton est donné par Edmar Pauillac. Yé Crac, une histoire est contée à ses enfants sur les origines du bouillon wara.
ça qui peut encore sortir de la Guyane, donc inviter les autres à découvrir l'Amazonie, comment un bel jardin. Mais ces légendes autour de ce plat mythique, c'est un leurre pour faire patienter les estomacs. Car c'est quelques rues plus loin que le bouillon wara, dans la pure tradition guyanaise, a été préparé. Épinards, haricots verts, la cochon. Je prends 3 heures à 4 heures, doucement, tranquille. Tout ça, c'est lâcher bien. Un plat traditionnel incontournable en Guyane. Et on a eu du mal à trouver ceux qui ne l'aimaient pas. Je mange du bouillon d'awara. Comment tu trouves le plat? Très bon. Bien, c'est bon et on l'a bien joué. J'aime beaucoup la viande et le riz et la sauce, tout ce qu'ils préparent dans ce plat. Un moment de vivre ensemble et de cohésion sociale important pour l'association des Frères de la Crique. C'est une tradition guyanaise qui est faite pour accueillir l'étranger, accueillir l'autre. Nous, on est dans un des quartiers les plus multiculturels de Guyane, donc c'est important d'avoir cette tradition qui rassemble tout le monde autour d'une même identité qui est l'identité du quartier village chinois et l'identité guyanaise en général. Un moment festif, il en faut des fois pas plus pour passer un bon moment et faire vivre un quartier. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Juste avant de nous quitter, une grosse pensée à notre collègue Jean-Gilles Assard et au motard Jean-René Lefebvre, victime d'un accident lors du Grand Prix cycliste des Savanes. Ce jour, on leur souhaite un prompt rétablissement. Très belle soirée à tous sur La Première. À demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.